Ce soir, on est avec Joël Cachaguera, qui est le fondateur d'Alinea. Alinea, agence locale d'initiatives nouvelles pour une économie autre et solidaire. Donc il va en fait nous parler un petit peu des objectifs, l'historique aussi d'Alinea, et puis quels sont en fait les liens avec la TMF, comment Alinea s'est rapproché de la TMF, et voir ensuite les actions, les perspectives, et puis aussi dans les quartiers populaires, comment cette économie peut s'impulser. Avec Driss, on avait envoyé un petit mail pour dire un petit peu les thèmes qu'on allait aborder ce soir, la démarche. Donc le contexte de l'intervention, parce que ça me semblait intéressant, pourquoi Alinea ce soir à la TMF et le réseau Île-de-France. Comment c'est venu, ça vient pas de rien, ça vient de rencontres et de travail ensemble, de notre envie de nous impliquer dans l'économie solidaire, surtout sur les quartiers populaires. Un petit moment sur d'où on vient, nous, Alinea, et qu'est-ce qu'on fait sur le territoire d'Île-de-France. Une petite approche et les apports théoriques sur l'économie sociale et solidaire. Hein. Et puis, l'intérêt quand même de la soirée, c'était de voir en quoi cette économie solidaire, on pouvait la faire vivre sur le réseau de l'ATM et sur l'Île-de-France. Salam. On a tout le Maghreb là, on est bien. Algérie, Maroc, Tunisie. Alors moi, Joël Cachaguera, forcément, je suis méditerranéen, mais de Corse. Voilà. On ne choisit pas son origine. Hein. L'histoire un petit peu de ce soir, c'est la rencontre il y a quelques années avec les militants de la TMF, les militants de l'AMF, puisque à l'époque j'étais engagé à l'AMF, surtout sur l'accompagnement du projet associatif à Saint-Denis, de la fédération. Atman, qui est là avec nous, est aussi issu de l'AMF et de ce mouvement-là, mais pas que de ça. Et il est aujourd'hui coprésident de l'association Alinea. Donc Alinea, agence locale d'initiative nouvelle pour une économie autre et solidaire. C'est-à-dire que c'est un vrai objet qu'on a voulu politique, et surtout en direction des quartiers populaires et des populations, on va dire, paupérisées ou en difficulté, dans les quartiers prioritaires, comme on dit, en politique de la ville. Donc, il y a quelques années, 2-3 ans, je ne sais plus Driss, hein, mais nous, on avait ouvert une boutique solidaire et coopérative dans le 19e arrondissement, sur un quartier populaire, rue Petit, et via les camarades de la TMF, on a créé une rencontre. Driss est venu à la boutique, d'ailleurs un jour où je n'étais pas là, en disant « ça m'intéresse, ça m'interpelle, qu'est-ce que l'association fait sur ce quartier ?» Ça veut dire que déjà, je pense qu'il y avait une idée de dire comment on peut, la TMF, s'approprier un peu la démarche d'économie solidaire. De là, c'est lié des liens, et on a participé à la remobilisation du Moussem Barbès sur les statuts, ancienne ATMF 75, et de ces rencontres et de cette ouverture qu'on avait de ce groupe de travail, quand on a réécrit les statuts, on y a beaucoup mis, pas que les statuts habituels autour de l'immigration et de ce qui était déjà vivant, de lutte pour l'immigration ici en France et au Maroc, et on y a rajouté la dominante économie solidaire, sociale et solidaire. Vous allez voir, moi je dis solidaire parce que justement on est dans des actions qu'aujourd'hui que nous on détermine comme économie solidaire, populaire, mais qui ne sont plus dans le cadre de l'économie sociale. Je vais expliquer ça après, puisque l'économie sociale a été marchandisée, et donc pour signifier un peu notre projet politique, c'était de dire on fait une économie solidaire, et on verra tout à l'heure comment on détermine que c'est de l'économie sociale ou solidaire. Au niveau culturel, les gens qui achètent à 1 euro le kilo de tomates, pour leur faire acheter un kilo à 1,50 € ou à 2 € qui a du goût, il y a tout un processus, et ce n'est pas qu'un processus économique. Donc nous, on a résisté, travaillé 5 ans sur ce quartier, la rue Petit, qui est à Laumière, dans le 19e, et on a eu beaucoup de succès, surtout sur le travail d'intervention sociale, de lien social,
et nos jeunes du quartier de valorisation, puisque c'était quand même un projet qui tournait beaucoup au niveau des jeunes et des jeunes adultes, qu'ils soient tous engagés citoyennement dans un projet participatif sur un quartier. La vente, aller chercher toutes les semaines les produits en camion, et donc la valorisation que ça pouvait avoir vis-à-vis de la population, de dire « Ah, ces jeunes, noirs, blacks ou arabes, ils sont sympas, ils parlent bien, c'est pas tous des voyous », et en plus on faisait revenir une population qui ne venait plus sur ce quartier-là. Donc c'est ça l'économie solidaire, et j'ai envie de dire pour lancer le débat, qu'avant tout c'est une économie du lien, et du lien social, du lien culturel, c'est-à-dire comment on produit des services, des actions qui permettent à tous d'y avoir accès. Avec bien sûr l'accès à des biens et des produits de consommation qui ne sont pas forcément accessibles. Et c'est la démarche d'éducation populaire, quoi. On s'inscrit complètement dans cette démarche-là d'accès à des biens culturels, accès à l'enseignement, à la formation, tel qu'on a pu le connaître ici, au Maroc, au Maghreb. Dans un deuxième temps, il se trouve que par nos échanges avec les partis au Maroc et les associations de jeunes, on est parti l'an dernier et on est intervenu à Casablanca auprès d'une association, deux associations, Association des jeunes du Grand Casa, la JR, et Association AFAC, des femmes en coopérative, qui ont un programme depuis 6 ans et on a participé à une formation, on a fait la formation, éducation populaire et économie solidaire, au mois de novembre, ça fait 1 an. Et de là, on a tissé les objectifs pour créer un forum social des quartiers populaires à Casablanca, à Innsbruck, aux anciens abattoirs. Cette association, ça fait 3 ans, j'en reparlerai tout à l'heure, qui font un forum dans ces abattoirs-là, et on verra comment la dynamique politique des 2011, de ce qu'on appelait le 20 février et tout, a permis une certaine ouverture aux associations coopératives, et comment le Maroc, l'État marocain, s'est déterminé, un début de détermination sur l'économie sociale et solidaire. Et on verra comment déjà c'est un début de catastrophe, mais qui est très lié aussi à ce qui se passe en France. Ça vous va, ça? Donc Alinéa est créé en 99, je suis le fondateur. Moi je viens de l'éducation populaire. À un moment donné, au sein de l'éducation populaire, il n'y avait pas cette entrée sur l'économie solidaire. Il restait très éducation populaire, formation, le BAFA, la formation des animateurs et tout. Et de là, à plusieurs, on s'est dit, il faut qu'on monte une organisation qui permet d'aller sur ce champ-là. Et Alinéa a créé ce projet-là, puisqu'on a travaillé sur un projet de librairie solidaire sur les quartiers populaires. L'idée c'était de dire accès aux livres pour tous, dans le don, l'échange, voilà. Ce projet a duré quelques années, après on a tous été retravaillés parce que monter une asso et en vivre c'est compliqué. Et moi je suis accompagnateur de projets socio-économiques depuis le début des années 2000. Avec un grand travail sur la banlieue à Fontenay-sous-Bois d'un collectif d'habitants et d'associations qui s'appelait Equites, Équité, territoire d'économie sociale et solidaire, où pendant pratiquement 7 ans, on a mis en place un pôle d'économie solidaire, d'accompagnement de projets, des porteurs de projets. Avec la reprise d'un centre commercial de quartier, ça a permis que les projets se structurent, l'ouverture de ces... Mais à un moment donné, ça a bloqué avec le politique et la force publique, puisqu'ils avaient un projet de tout casser, de tout raser, et que même mairie communiste, l'économie solidaire, ils étaient dépassés, ils sont encore dans le productivisme, enfin on connaît tous ces rouages-là, mais en tous les cas ça existe et ça existe encore puisque les associations continuent. Par exemple, on a accompagné un apiculteur urbain qui a repris des mètres carrés sociaux dans un bâtiment et qui fait de l'apiculture urbaine dans ce quartier-là, au Laris. Vous savez, c'est le quartier qui est juste à côté du RER, ce qu'on appelle la ZUP à Fontenay-sous-Bois. D'où le projet de boutique La Grosse Patate et Alinéa, de dire de cette expérience, on essaime et on monte un projet sur le 19e arrondissement. Pourquoi? Parce qu'on était d'abord des habitants. Moi je suis habitant, j'ai été président du centre social, de quartier et tout, et à un moment donné on a dit il faut compléter le besoin en termes de projet. Voilà. L'affaire s'est arrêtée pour des raisons de non-financement, puisque les politiques publiques, vous allez voir en France, il y a eu marchandisation aussi de l'économie sociale et solidaire. Et du moment que tu n'es pas en accord politique, que tu ne graisses pas la main, forcément, ils savent très très bien qu'on agit sur des projets qui sont très politiques et très démocratiques, ça ne leur plaît pas, et ils font tout pour... Et puis il y a une incompréhension
de l'utilité sociale, tout simplement, quoi. Hein, puisque les autres, les grands groupes de l'économie sociale et solidaire, disent nous, on touche les subventions publiques, on fonctionne, il n'y a pas d'adhérents, il n'y a pas de bénévoles, mais nous, par exemple, SOS Drogue International dit, la grosse multinationale, dit qu'ils font de l'économie sociale et solidaire. Bon. Mais voilà. Et ça va permettre de voir aussi comment les ATMF peuvent se saisir de la question. Et moi, je pense beaucoup au quartier Gennevilliers, Argenteuil, parce que je sais, pour les connaître depuis des années, même avant qu'on se connaisse avec Brice et ici, le travail que fait par exemple Argenteuil depuis des années sur un quartier, comment ils ont envie de développer cette stratégie d'une économie solidaire. Voilà. Ça va là sur Alinéa, on va pas en faire des tonnes. Donc Atman coprésident depuis 1 an. Et aujourd'hui, notre action, c'est l'accompagnement de nos projets. Et surtout, on fait une action, on accompagne un collectif d'habitants dans le 18e arrondissement, à La Chapelle. Le quartier qui est vraiment, qui touche la porte de La Chapelle, qui est un quartier prioritaire. Et on est financé dans le cadre de la politique de la ville pour accompagner ce collectif d'habitants, pour refaire vivre le quartier de façon sociale et commerciale. Et on est là en train, avec les habitants, d'essayer de monter une halle alimentaire, puisque c'était une promesse de Anne Hidalgo au PC lors des élections municipales, puisque le Parti communiste avait fait un vœu en disant il faut qu'il y ait des endroits dans Paris de bonne bouffe accessibles à tous, et pas que les AMAP, en 2 mots. Donc il y a des logiques, il y a déjà 1 ou 2 halles alimentaires qui s'est montée dans le 14e, une dans le 10e, et là ils sont pour en monter une dans le 18e. Donc on travaille là-dessus, on fait la formation des acteurs, hein, sur l'économie sociale et solidaire, sur l'éducation populaire, et 1 fois par mois, on distribue des fruits et des légumes lors d'un petit marché associatif où tous les habitants descendent et où il y a à manger, à boire et des animations. Ça s'appelle la Bonne Tambouille. Il y a même on appelle ça un blog, hein, ou un Facebook. Et mine de rien, ça permet aussi aux commerçants, tous les samedis du mois, que le quartier vive et qu'ils fassent du chiffre, quoi. Il y a un boulanger, il y a un coiffeur, il y a un tabac, il y a un Franprix et je crois que c'est, et un pharmacien. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'entrée qu'on doit avoir, c'est que certains mouvements sociaux et chercheurs, c'est de dire comment on fait rentrer l'économie solidaire dans les quartiers populaires. D'où le premier forum qui a eu lieu ce week-end, qui a l'initiative de Mesmash, qui est le créateur de Assez le Feu, après les émeutes de Clichy, hein, et qui ont créé un collectif qui s'appelle Passe en nous. Et ils ont été chercher les chercheurs d'économie solidaire, et il se trouve que la personne aujourd'hui référente sur l'économie solidaire en France, c'est Jean-Louis Laville, qui est professeur au CNAM et qui a une chaire d'économie solidaire que tu connais, Mustapha. Puisque c'est les chercheurs qui ont travaillé au CNRS depuis 35 ans sur la question de l'économie solidaire. Et donc c'est très intéressant puisqu'ils veulent même, puisqu'il y a 100 facs au Brésil qui ont ça, ils appellent ça l'extension, et que les chercheurs aillent dans les quartiers accompagner les projets et en créer des incubateurs. C'est unique parce qu'il y a une histoire, et ça a été monté par Singer, qui est un des fondateurs du Parti des travailleurs, avec Lula, au Brésil. Donc le Brésil est avancé sur cette question éducation populaire, bon, Paulo Freire et tout ça, mais économie solidaire, Porto Alegre, premier forum social, hein, mondial, c'était à Porto Alegre, et surtout, il lutte contre un libéralisme foudroyant et l'attaque permanente des États-Unis et de l'Occident pour que l'économie capitaliste et libérale, néolibérale, continue. Voilà. Alors moi j'avais pensé faire une petite approche historique et théorique de l'ESS. Donc tous les chercheurs sont d'accord pour dire que l'apparition de l'économie solidaire, c'est début du 19e siècle. Et début du 19e siècle par surtout des révoltes d'artisans. Et on connaît ici en France les canuts, hein, qui est à Lyon, il y a un musée, c'est-à-dire que c'était des artisans de la soie,
et qui se sont révoltés parce que le prix de la soie et du filage a augmenté et qu'ils n'avaient aucun, eux en tant qu'artisans, ils n'avaient aucun moyen d'agir sur le prix. C'est qu'on pourrait dire pour le cacao, qu'on pourrait dire pour au Maroc d'autres choses, l'argan. Donc ils se sont révoltés sous forme d'émeutes et de revendications. Et en même temps, en Europe, ça bougeait aussi en Angleterre, à Manchester aussi, les artisans de la soie, jusqu'au charbon ardent, on connaît le film des mineurs qui essayent de reprendre leur usine. Et pour dire vite fait, en France, pour arriver à la révolte des ouvriers de Lippe, vous vous rappelez, à Lippe, à côté de Dijon, où en 73, 75, d'ailleurs il y a un super film là-dessus, la boîte est vendue par la multinationale, ils reprennent leur boîte en coopérative ouvrière de production. Et ça, c'est en France l'acte. Alors depuis, on entend d'ailleurs même les derniers gouvernements, Montebourg et les autres, quand on voit une usine fermée ou un groupe fermé en France, de suite, maintenant, on entend les salariés, on peut leur permettre de se mettre en coopérative et tout. Sauf qu'après, tu ne deviens pas coopérateur et tu ne deviens pas dirigeant d'une entreprise comme ça, et il faut des moyens. Puisque l'entreprise en France, comme au Maroc, est subventionnée, et ça pose aucun problème. Est subventionnée pour certaines à 70%. Nous, associations, des fois on nous dit, vous êtes plus subventionnés pour ce que vous faites. Alors que ça pose aucun problème, et Macron est arrivé aujourd'hui, il va continuer à marchandiser, et l'économie sociale et solidaire, et l'entreprise à coup de milliards. Et je ne parle pas de tout ce qui se passe autour des offshore, on ne paie pas les impôts et tout, et nous, en association, on en paye des impôts, et en plus, on donne des comptes. Quand on touche une subvention, forcément, on sait très bien. Bon. C'est pour ça que je vous ai amené 2 livres de la ville, parce qu'on va reparler de l'association et de l'associationnisme, et puis le dictionnaire de notre économie, où là, c'est les expériences d'économie solidaire dans le monde entier. Économie solidaire auprès des femmes, économie solidaire et populaire. Enfin, voilà. Vous regarderez et puis vous prenez les... Alors, début 19e siècle, ces révoltes-là, et surtout l'idée, le peuple français, européen, se révolte aussi parce que se dit il y a un manque démocratique. On n'agit pas, on est dans le productivisme renforcé, réfréné. Et donc, il y a une volonté de changement politique, et d'ailleurs la commune arrive aussi au même moment, c'est pas pour rien. Et moi je dis toujours, en France, on parle de la révolution, mais l'acte politique et de révolte vraiment populaire, c'est la commune. Et ça a été coupé en quelques jours et dans le sang. On sait qu'à Montmartre, il y a eu 5000 morts en 24 heures. Tu vois le bain de sang. Et moi, je fais toujours des références aussi avec le Maroc, pas avec ce qui s'est passé dans les années 80 et même avant, les années 60, et même après-guerre, sur les mouvements sociaux et politiques en Algérie. Puisque l'Algérie, à travers aussi sortir du colonialisme, c'était sortir de l'impérialisme économique. L'autogestion. Ouais. Donc arrive l'autogestion. Ouais. Puisque les canuts, ces artisans qui ne sont pas disent, nous, on veut gérer nous-mêmes notre production et notre distribution. Et avoir tous les éléments de pouvoir agir dessus. C'est ce que disent aujourd'hui à peu près toutes les coopératives, même de femmes au Maroc, sur l'argan ou ailleurs, sauf que quand tu ne fixes pas le prix du marché, ou du cacao au Côte d'Ivoire, si tu fixes pas que le marché est mondialisé, le prix du marché et du producteur, il est en fonction du marché mondial, du marché européen, de la FNSEA et de l'Europe. Donc le gars, forcément, il va te faire très très cher le produit parce qu'il le travaille à la main et c'est du bio. Tu vas avoir la tomate à 4 €. Ou sinon, on va lui dire au petit producteur, ben nous, la grande surface, on te le prend à 50 centimes la tomate et tu ne peux pas discuter. Comme les producteurs de patates dans le Nord-Pas-de-Calais, où McCain leur fait signer des contrats où tu ne peux pas sortir. Tu prends Monsanto, tu mets les produits et quand tes patates elles sont produites, c'est à tel prix. Et des fois, ils leur disent tu les jettes parce que justement, elles ne sont pas calibrées, il a manqué de l'eau et tout ça. Donc, voilà quoi, ça c'est l'économie mondialisée. Et justement, l'économie solidaire, elle vient, l'économie sociale et solidaire, elle vient se mettre en contre-pouvoir de l'économie ultralibérale. Et ça, c'était vrai au XIXe siècle, ça l'est toujours aujourd'hui. Donc on parle dans ces années-là, début du
19e, et c'est pas dans les livres d'histoire, puisqu'il y a un déni de l'histoire, hein, comme dans beaucoup de... Hein, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école sur ces années-là. Ce que Jean-Louis Laville appelle l'associationnisme. On se met ensemble et on coopère. Dans la volonté de créer des dynamiques démocratiques. C'est très politique aussi, puisque le peuple à l'époque, en Europe, et je ne parle même pas du Maghreb, n'a pas de droit. Hein, on n'est pas encore le droit de vote des femmes, enfin bon, il n'y a même pas le minimum de ce qu'on va appeler la démocratie sociale ou des phénomènes démocratiques en mal qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, tu dois connaître, il y a un auteur qui s'appelle Leroux en 1840 et qui parle de solidarité démocratique contre la charité démocratique, puisque l'État français, et on voit bien comment c'est encore vivant au Maghreb, on est sur cette question-là de charité démocratique et de philanthropie. L'économie sociale aujourd'hui, pareil, c'est-à-dire si une centre social de quartier donne, plein de gens vont dire que le RSA aujourd'hui est antidémocratique, ça fait vivre mais très très mal des familles, justement pour qu'ils ne fassent pas de politique et qu'on soit dans le traitement social du chômage dans ce pays, puisqu'il est récurrent et qu'il est voulu. Donc, l'économie populaire et solidaire de l'époque est dessus vue comme subversive, forcément. Et très très vite, les pouvoirs politiques disent l'économie sociale et solidaire, c'est de l'utopie. Surtout que elle part d'une pensée marxiste et même elle vient même de, on verra après avec Rousseau, puisque quand Rousseau écrit du contrat social, déjà il pose les conditions de dire il faut que l'individu soit plus dans la société sur du fait collectif. Et ça c'est les philosophes qui l'amènent, puisqu'il n'y a pas de sociologue. Jusqu'à Durkheim, on va dire, il n'y a pas la sociologie, il y a la philosophie. La philosophie amène la sociologie moderne et critique avec Durkheim. Hein, on va dire fin 19e. Hein. Donc, l'économie sociale au 19e siècle, c'est quoi? C'est les coopératives, les mutuelles. Puisqu'il n'y a pas le statut d'association. Et c'est beaucoup lié à l'entreprise. On a vu les canuts, la soie, mais ça peut être d'autres types de métiers et de secteurs. Et puis, pour faire vite, on parle d'économie solidaire en France dans les années 70, post-68 art, forcément, puisqu'il y a la rencontre de l'économie sociale avec les mouvements sociaux. Et on est encore aujourd'hui dans ce registre-là, puisque les gens là qui passent en nous, qui montent le premier forum, ça vient bien d'un mouvement social de Assez le feu, Mohamed Mesmaj qui dit nos quartiers brûlent, après Ziad et Bouna, là, les deux jeunes qui étaient morts dans le truc EDF, et les quartiers en France brûlent, et la politique de la ville à 40 ans est née de la marche des beurs et de tout ce qu'on sait il y a 40 ans, mais ça a toujours été un saupoudrage, et il n'y a jamais eu de plan Marshall pour vraiment qu'il y ait une nouvelle économie dans ces quartiers-là. D'où l'exemple que tous les chercheurs prennent et que pour eux l'économie solidaire en France c'est né beaucoup avec les associations de femmes interculturelles qui montaient des restaurants en Moisin, à Marseille et tout. Sauf que de suite il y a eu beaucoup de mépris sur elles parce qu'on leur demandait de faire des repas pas chers, hein, on est dans les quartiers, et qu'on ne les aidait pas. Mais il y avait quand même une politique de l'emploi aidé, emploi subventionné. Aujourd'hui, Macron, là, il est arrivé, cet été, il a piqué dans les caisses de la politique de la ville, il a récupéré 50 millions, il faut savoir. Les baisses constantes de crédit aux associations dans les quartiers populaires est récurrente depuis 30 ans. On va dire, Tapi est arrivé, il a mis le pognon parce que c'était Tapi, c'était le Premier ministre de la ville, et après ça a été que en chute libre. Et aujourd'hui, on est dans des phénomènes de quartiers populaires où il n'y a plus de mixité sociale, il n'y a plus d'associations militantes. Et ça, il faut vraiment qu'on se pose la question. Où on est, qu'est-ce qu'on fait? Et il n'y a plus même d'associations professionnelles petites qui travaillent dans la proximité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de subventions. Et aujourd'hui, plus d'emplois aidés, quoi. Donc, ça ferme à tour de... On sait bien à Saint-Denis ou ailleurs. Hein. Ça va, ça? Je m'arrête si vous avez des questions. Hein. Donc, vous voyez, la subversivité politique, de suite.
les pouvoirs publics sentent bien que c'est des gens qui portent un projet politique et démocratique et qui veulent donner accès au peuple à l'autogestion. Et le mouvement autogestionnaire est très fort dans les années 70 et il continue à l'être parce qu'il y a quand même des projets qui vivent sur l'autogestion, mais à quel prix? Et l'autogestion, elle ne vient qu'à partir du moment où on a des forces économiques. C'est-à-dire que si on est subventionné à 100%, forcément, on a le doigt sur la couture et on ne peut pas dire on est dans l'autogestion parce que le politique va dire à un moment donné, en plus il méprise, il va dire vous êtes bien gentil, mais et j'imagine que c'est tous les jours ce qu'on répond, nous, dans nos associations, ici à la TMF ou ailleurs. Ah oui, mais vous faites pas ça. Hein. Oui, mais on va faire une mobilisation. Ah oui, mais ça, c'est pas dans le financement. Hein. Vous débrouillez, hein, nous, là-dessus. Bon. Et là, depuis 20 ans, on voit bien que les pouvoirs publics ont fait un pas en arrière et de moins en moins soutiennent les initiatives, on va dire, démocratiques, militantes et citoyennes. Mais si on arrive à leur démontrer que nous, ces actions-là, on les mène, et on fait de la politique, et qu'on a des vocations à faire de l'économie sociale et solidaire, et à rendre actifs les personnes, ça fonctionne. Mais il faut qu'on arrive à une autonomie financière pour faire vivre les projets. Une association aujourd'hui qui est à 100% financée par les subventions publiques, du jour au lendemain peut fermer. C'est le danger. Une coopérative est une entreprise, une SA ou une SARL. Le problème, c'est que les coopératives en France, et même au Maroc, je vais en parler après, ne sont que dans une ambition commerciale, économique. Souvent au détriment du social ou du militantisme. Parce qu'il faut faire tourner la boutique. Et en plus, ils sont sur le même marché. Emmaüs est sur le même marché, mais ils ont un marché de la charité chrétienne, hein, mais ils sont sur le même marché dans le bâtiment ou même dans les jardins de cocagne, tout ça, que les autres, sauf que pourquoi eux ils s'en sortent? Parce qu'ils ont les emplois d'insertion. Et ça, Macron ne va pas y toucher. C'est-à-dire que tu as 2 ans quelqu'un, une personne qui est éloignée de l'emploi, un jeune, tu l'as 2 ans, au bout de 2 ans tu le jettes comme une serviette, mais pendant 2 ans son salaire il est payé. Bon, son salaire, c'est 600 balles par mois. Alors, il y a un schéma qui va faire comprendre très très vite pourquoi on parle d'économie sociale et on parle d'économie solidaire. Et c'est pas moi mais c'est un chercheur qui s'appelait Bernard M, qui était un sociologue, économiste, puisque c'est tous ces chercheurs qui ont, début des années 80, ont relancé les thèses de l'école de Francfort, de la sociologie critique marxiste, néo-marxiste, Habermas, Polanyi, enfin voilà quoi, c'est des chercheurs qui étaient... Oppenheimer, des gens qui avaient une position politique et qui à Francfort ont fait de la recherche fondamentale sur l'économie solidaire, Durkheim, Bourdieu, même si Bourdieu et même Touraine, hein, mais ils étaient vraiment dans la sociologie propre et dure, ils n'étaient pas dans le prisme de la sociologie économique. Hein. Bourdieu n'a... Et d'où la question, comment on transfère les sciences, on les rend un peu, on les ouvre, et transversales, tu sais bien, pour que l'économiste ne reste pas dans une place, le philosophe dans une place, le mathématicien ou le physicien dans une place. On a besoin de tout le monde. Alors, son schéma à Bernard M, c'était de dire voilà, il y a 3 sphères. Hein? L'économie solidaire, c'est quoi? Il dit ici, il y a le marché. Ok, donc le marché n'a pas de règles. Hein. C'est pas comment s'appelle l'Office mondial du commerce, l'OMC, qui... le marché, il est... Mais ces chercheurs-là, ils disent, on n'est pas contre le marché. Et ça c'est en réponse aussi au stalinisme et au communisme. Même Marx n'a jamais dit contre le marché. On n'est pas là pour le marché, on est là avec le marché. C'est-à-dire que forcément, on est contre donner de la bouffe aux gens. On veut que les gens ils puissent avoir la dignité d'acheter leurs tomates et de la bonne qualité à bon prix. Sinon, Emmaüs, ils ne sont pas dans le marché, hein, puisqu'ils donnent, quoi soi-disant. Hein. Il y a le marché, il y a ce qu'on appelle la redistribution publique.
ça veut dire les subventions, hein, mais qu'on appelle le non marchand. Hein. On donne à des associations des subventions depuis, allez, on va dire la fin des années 60, pour agir sur des quartiers, sur des populations, comme la TMF, pour lutter pour que les immigrés trouvent leur place, les papiers, tout ça, et l'utilité sociale. Donc, il y a ce qu'on appelle le non marchand, et c'est la redistribution, c'est nos impôts. Hein. Et puis, la grande invention, c'est de dire, ben, dans nos associations, il y a quoi? Ben, il y a le don, ce qu'on appelle le bénévolat. Et donc, si ces trois fonctions-là, on est dans le marché, on touche des subventions et on a des militants déjà engagés bénévolement, et bien là, on dit, on est là, oui, on fait de l'économie solidaire. Le problème de l'économie sociale aujourd'hui, c'est qu'elle n'a plus ça. Elle marche sur le marché et sur les subventions. Elle n'a plus de militants. Donc, les grosses associations disant, par exemple, je prends l'histoire d'une mutuelle, la Massif ou la Maïf. Ah, ils t'envoient tous les ans, mais quand tu as même le crédit, la banque, crédit mutuel. Ah, ils t'envoient, ils t'invitent à l'Assemblée Générale, mais qui c'est qui comprend que c'est qui y va? Personne. La Maïf, pareil. Donc tout ce qui est mutuelle et coopérative, forcément, même s'ils disent un homme, une voix, on va dire que dans certaines coopératives, ça discute, hein, il y a l'autogestion. Sauf qu'il n'y a pas d'engagement sur le militantisme ou le bénévolat ou sur des actions de terrain. Donc ils font de l'économie sociale. Mais il faut qu'ils le disent. Que là on est trompé. Vous allez voir qu'au Maroc c'est pareil. Ils vendent aujourd'hui parce que c'est un produit du marché. Et en Tunisie pareil. Et je ne sais pas trop ce qui se passe en Algérie. Mais bon, c'est la situation politique. Mais ils ont compris, puisque c'est des néolibéraux, surtout les Marocains, avec le Marzem, que cette entrée économie sociale et solidaire, surtout après le mouvement du 20 février, ça va permettre d'endormir les esprits, de faire un peu de citoyenneté, mais surtout de maîtriser un business. D'où l'Argan aujourd'hui. Ils sont en train de tarir à Agadir et dans le sud à Essaouira. Ils plantent, ils disent aux producteurs planter des arbres, ils pompent toute l'eau. Dans 50 ans, tu n'as plus un arganier dans le sud du Maroc, alors qu'il n'y a que là qui pousse. Ils sont en train de tuer la nature, quoi. On monte des coopératives de femmes, souvent. Tu sais l'Argan, tu connais, tu as été sur le marché à Agadir, ça tourne comme ça. Ils ne peuvent pas agir sur le prix du marché de l'Argan, qui est en augmentation puisque c'est les multinationales qui viennent. Ils font travailler ces femmes ou ces hommes le double d'heures, donc il n'y a pas de conditions de travail. Les salaires mesquins, pareil. Donc résultat, derrière une coopérative et les belles intentions en plus des ONG et des impérialistes occidentaux, mais c'est pire que les conditions de l'époque de l'économie populaire et rurale. Ça va ça? Ça c'est important. Et justement quand on arrive, parce que chacun fait comme il peut, hein, mais quand on prend le triangle et qu'on dit là il y a le marché, là il y a le non marchand, et là il y a le don, eh bien on peut arriver à positionner une association. Par exemple, aujourd'hui la TMF nationale, je prends cet exemple, hein, tu m'arrêtes si. Est-ce qu'elle elle a des bénévoles? Ouais. Elle a des militants? Ouais. Elle n'est pas dans le marché? Elle vend rien. Non mais à part l'humanité et la fête de l'humain, non. Même pas. Bon, rien, Non, on l'achète. Et on revend, mais c'est pas. Et elle est dans la redistribution publique. Donc on va dire, elle est là. Je dis ça globalement. Linéa, comme on vend quand même le temps qu'on avait la boutique, même encore aujourd'hui, qu'on vend une fois par mois, mais qu'on fait des prestations, on a des subventions publiques, très peu, mais on vend quand même quelques produits, ça permet d'avoir un peu de trésorerie, un peu. Et on a des bénévoles, mais on aimerait en avoir plus. Forcément, toujours pareil. Mais au moins, on se rapproche d'essayer d'être un peu plus au milieu. Vous pouvez avoir un restaurant associatif qui ne fonctionne que sur du marchand et du don, il va être là.
Parce qu'il n'y a pas d'engagement bénévole, il y a des salariés, style, tu vois, entreprise d'insertion classique, quoi. Et ils ramassent de l'argent, ils ont des salariés, mais par contre, ils n'ont pas de militants, de bénévoles, et ils ne sont pas dans l'action de faire créer du débat, ou voilà. Mais chacun... Voilà, c'est ça que moi, il me semble important, parce que quand on parle il faut être précis, il faut le définir. Donc, on a dit tout à l'heure, c'est une économie du lien, l'économie solidaire avant tout. Elle ne peut pas être concurrente du marché, parce que ce n'est pas le même objet. On crée du lien social dans des pays où ça va mal, où les gens, même je te prends, dans des quartiers ne se parlent pas, créer de la richesse intellectuelle, de l'accompagnement à la scolarité, je t'en passe et tout, mais c'est toujours l'État français disait, vous avez délégation de services, donc on finance pour ça. Aujourd'hui, ils disent, tout est privatisé, tout est marchandisé. Et Macron va rajouter, c'est-à-dire Academia par exemple. L'éducation nationale, c'est de la merde. Il faut que vous preniez des cours le soir payants parce que l'éducation nationale ne fait pas le boulot. Où on est, quoi. Au Maroc aujourd'hui, plus personne ne va dans l'école publique. C'est une catastrophe. Quand tu vas sur une dièpe à Casablanca, que tu vois les écoles privées comme ça, on va, toi et moi demain, on monte une école privée, tu montes un demi-diplôme, tu fais ton business. Oui. Donc on marchandise l'éducation. Qui y a accès? Avec la remise en cause de 50% d'impôts. Oui. Pour l'Academia ou Anatour, oui. tous les... Oui. C'est une information très importante. Ah ouais. Oui, c'est en plus. C'est important. C'est des subventions. C'est des subventions. Ah non, on ne peut pas se lever pendant le début. Bon. Donc on en est là et on est dans la marchandisation, elle est mondiale, on est dans un système mondialisé. Donc ce qui se passe chez nous, ça se passe en Amérique du Sud, ça se passe en Chine et au Maghreb aujourd'hui, parce que moi je voulais faire un petit regard croisé de ça puisqu'on a une expérience là-bas et vous dire un petit peu ce qui se passe. Donc le mouvement coopératif et des associations de jeunes a explosé. Donc on est forcément dans des solidarités démocratiques telles qu'on les a vécues nous dans les années... mais elles sont issues aussi de l'engagement des partis et des syndicats à l'époque, hein, quand ils étaient vivants. Nous, la CDT et tout, hein, sauf qu'aujourd'hui, bon. Il y a eu ce mouvement en avant de l'État marocain pour dire c'est chaud. Les deux choses, on va augmenter un peu les salaires, surtout des enseignants, et on va permettre la liberté de s'associer. Chose quand même qui était pas acquise. On vous amène sur ces champs de l'économie sociale et solidaire et l'éducation populaire, pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de financement de l'État sur le fonctionnement des associations, des coopératives. Il y a des aides, on va dire, pour le moment, surtout sur les coopératives, en termes de matériel. Une coopérative de femmes à Casablanca, pour en avoir visité plusieurs, elles sont beaucoup dans le textile, la couture. Elles ouvrent des magasins dans les quartiers populaires. Moi, j'en ai visité 2 à Bernoussi, tu vois. Elles ont des aides au démarrage d'un gros truc étatique pour acheter un peu de matériel et tout. Mais il n'y a aucune subvention pour dire vous faites de l'utilité sociale. Donc, elles travaillent sur les sortants de prison, sur les enfants des rues. Elles font le boulot, quoi. Elles font le boulot social, tel que le centre social le fait en France. Sauf qu'il n'y a pas une aide là-dessus. Pour les associations de jeunes, et moi celle avec qui on travaille, qui s'appelle la JR, Association des jeunes du Grand Casa, ils ont un programme pluriannuel avec Solidarité Socialiste, les Belges. Donc le Marzem laisse rentrer les ONG. En plus c'est bon pour les affaires. C'est bon pour les affaires. Là c'est Solidarité Socialiste, qui verse des sommes hyper importantes. Et eux ne fonctionnent qu'avec cet argent des ONG. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la décolonisation, tu vois que... C'est-à-dire que l'État qui a les moyens ne met pas les moyens pour justement au moins participer. Comme ici en France, c'est trop fragile et ça n'empêchera pas les émeutes et les émeutes sociales et populaires. Hein, puisque ça passera par là. D'ailleurs, Jean-Louis Laville vient d'écrire un livre, toujours chez Desclés de Brouwer, ou un livre collectif où il est économie solidaire et mouvements sociaux. Mais en tous les cas, ça donne de l'espoir. Moi, pour l'avoir vécu,
même avec des fonds, bon, solidarité socialiste, c'est mieux que si c'était les flamands de droite, hein. Mais en tous les cas, il y a un vrai accompagnement, il y a des sous, et ça permet qu'ils aient des locaux, qu'ils fassent de la formation. Et tu vois, pour eux, c'est un local à Bernoussy de 100 mètres carrés, tu vois, un peu plus grand qu'ici, avec, allez, on va dire 6 salariés à temps plein, quoi. Et des cadres, ce qui n'est pas rien. Et le président de ça, c'est Ali Jawad, un des jeunes du mouvement du 20 février. Tu te rappelles d'Ali Jawad? C'est le PAD, c'est la jeunesse du PAD. Voilà. Donc nous, on est très intéressés pour échanger. Et l'idée, c'est que on fasse un forum social des quartiers populaires ici en France, en faisant venir les amis du Maghreb. Comment on peut, et nous on le propose en tant que militants, on peut continuer à accompagner ces discussions, qu'elles soient, parce qu'il faut toujours revenir à la théorie, c'est hyper important, et comment on peut, de la théorie, créer des applications très pratiques.